Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent, qui nous envoient des messages, qui partagent le contenu. Ça nous aide énormément. À tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, allez nous trouver sur YouTube. Abonnez-vous. Ça nous aide à grandir notre chaîne et à grandir de plus en plus notre communauté. Évidemment, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, sur les plateformes audio. On est littéralement partout. Allez nous trouver. Aimez, partagez, commentez. Faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. J'ai reçu toute une pluie ce matin. Journée de l'Halloween. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un Rice Krispie ici, parce que moi, c'est mon péché mignon. Je l'ai vu sur ta table en haut, fait que je l'ai. C'est dur de ne pas de s'en passer. Je sais que c'est pour les enfants, mais il paraît que de temps en temps, il faut en donner aux plus vieux aussi. Ouais. Alors, c'est ça. Mais George, l'Halloween, c'est pas juste ce soir. On enregistre aujourd'hui, l'épisode va avoir lieu demain, va être diffusé demain, mais l'Halloween, c'était aussi le 30 octobre. Mais qu'est-ce qui se passe à Québec? Tu sais, Salim, pour nous, là, pour des gens comme nous, les geeks politiques qui suivent tout ce qui se passe, que ce soit à Québec ou à Ottawa, on veut des affaires comme ça parce que c'est notre... c'est du gaz pour nous. Là, on aime ça. Mais je me demande, les personnes réguliers, là, tu comprends, qui se réveillent, font leur affaire, ils amènent leurs enfants à l'école, ils reviennent, font à manger, tu sais, des gens comme normal. Nous, on n'est pas normal, on est pognés devant la télé, on aime voir tout ce chaos politique-là. Mais pour ces gens-là, honnêtement, je me demande des fois s'ils en ont marre. Ils entendent ils voient ce qui se passe. Ça n'arrête pas. Puis on a pas mal de choses à parler, que ce soit la loi du ministre Dubé avec la santé, les médecins. Là, on nous parle du 30e anniversaire. Commençons par ça, d'ailleurs. Ben, yeah, let's go. Parce que, puis c'est partout. Puis il y a tellement d'affaires. C'est partout. Pourquoi c'est partout? Les Québécois ont dit non deux fois. Moi, les gens le savent, Salim. Évidemment, toi aussi, mais moi aussi, on n'est pas souverainiste. Moi, j'ai pas nécessairement un problème qu'on souligne des anniversaires comme ça. C'est une cause qui leur tient à cœur. Puis, mais je veux juste te dire un truc. T'as tout à fait raison. D'abord, oui, tu fais bien de rappeler que oui, on est fédéraliste, on l'assume. On aurait pu ne pas l'être, mais il se trouve qu'on l'est. OK? L'autre affaire, c'est que la souveraineté, c'est un projet tout à fait légitime. Lorsqu'on croit dans les droits de l'humanité les plus élémentaires, le droit d'un peuple à son autodétermination, le Québec, les Québécois, comme société francophone, a le droit de s'autodéterminer. Et s'autodéterminer, ça ne veut pas nécessairement dire se séparer du Canada. S'autodéterminer, c'est-à-dire d'avoir un mot à dire sur son futur. Mm-hmm. Puis là, on est en démocratie, puis c'est l'une des plus belles choses qu'on a et qu'il faut absolument protéger. Bon, maintenant, au-delà de ça, moi, je trouve que c'est juste un peu lourd, cette espèce de mélancolie. Hein. Ça a été la mélancolie longtemps d'avoir perdu sur les plaines d'Abraham. Il n'y a personne qui s'en souvient. Mais oui, mais... je veux dire, personne ne se souvient. Les livres d'histoire s'en souviennent, évidemment, ça fait partie de nous. Sauf que qu'est-ce que tu voulais? Je pourrais aussi te dire que si les Français avaient gagné les Anglais finalement sur les plaines d'Abraham, ça aurait été un autre peuple québécois. On ne serait pas le même peuple québécois parce qu'on aurait une autre histoire. Donc, dans le fond, nos histoires, qu'elles soient personnelles à nous, c'est-à-dire celle de George spécifiquement, celle de Salim spécifiquement, ou celle d'un peuple comme celui du peuple du Québec, chaque entité a son histoire. Son histoire, on l'aime ou il faut l'aimer avec ses qualités et ses défauts. Hein. Je veux dire, on a tous dans nos parcours de vie des choses qu'on aime plus, des choses qu'on aime moins. À l'échelle d'une population, c'est pareil. Au Québec, il y a des choses qui nous font un peu mal, il y a des choses qui nous plaisent davantage. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, ça me dérange pas qu'on souligne le 30e anniversaire. Ça fait partie de l'histoire. Puis en plus, Salim, c'est la cause première du Parti québécois de faire la souveraineté du Québec, de réussir, d'avoir un pays francophone en Amérique du Nord. Puis c'est correct. Moi, c'est pas ça le problème. Le problème... puis toi, t'étais pas là, toi, en 95. Mais l'affaire, c'est que c'est une espèce de religion. Là. C'est devenu une religion. Dans le sens que, je veux dire, depuis 30 ans,
qu'on célèbre le fait d'avoir rebouché le champagne. Pas débouché le champagne, mais rebouché le champagne. Ça a passé proche. Je sais. Puis d'ailleurs, c'est sûr que ça a un impact, le fait que c'était proche. Mais la question référendaire de 95, elle s'est réglée un peu plus tard. Elle s'est réglée en 98, parce qu'en 98, il y avait une majorité de Québécois qui avaient clairement voté pour le Parti libéral du Québec de Jean Charest, qui était contre la souveraineté. Monsieur Bouchard, d'ailleurs, n'a pas été en mesure de mettre en place un nouveau référendum parce qu'il avait perdu le vote populaire. Mais ça, c'est très important. Parce que M. Bouchard, il avait fait campagne sur « on va refaire un référendum ». Jean Charest, avec les libéraux, avait fait campagne sur « on ne veut pas d'un autre référendum ». 98, Jean Charest a eu la pluralité des voix. Puis Lucien Bouchard a eu la pluralité des sièges. Donc Lucien Bouchard a mis en place son gouvernement, mais n'a pas été en mesure de mettre en place d'organiser un autre référendum. Puis en 2003, qui était excuse-moi l'anglicisme, la nouvelle shot, ben là, c'est non seulement le PLQ avait eu l'écrasante majorité, l'écrasante pluralité des voix, je pense à 44%, bref, à revérifier, là, mais je pense qu'on est pas mal là-dedans. 44% des votants, hein, donc c'est pas un référendum, c'est une élection, mais en tout cas, de loin, la pluralité des voix. Et en plus, a été très fortement majoritaire, là, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 74 sièges ou quelque chose du genre. Donc, quand même. Donc, entre-temps, les Québécois n'en voulaient pas, n'en voulaient plus. Là, moi, c'est juste que je trouve que d'imposer c'est un peu cette mélancolie, parce que oui, c'est un nationalisme mélancolique. Non, on est mieux que ça. On est plus fort que ça au Québec. Là. On est fiers au Québec. On est fiers d'être francophone. On est fiers de notre culture, de nos valeurs. On est fiers d'être ce qu'on est. Puis, on devrait être fiers aussi que le Canada, je m'excuse, on le dit pas assez, comme si je sais pas quoi, là. Mais le Canada, c'est le pays des Québécois. Les Québécois l'ont bâti, ce pays-là. Mais c'est ça le paradoxe. Hein. Quand tu parles du Canada, mon point de vue à moi, là, quand je pense Canada, je pense Québec, parce que tout a commencé là. C'est l'histoire du Canada, c'est le Québec. Tu comprends? Donc, de vouloir se séparer de ce que tu es vraiment... Pour moi, ça n'a pas de sens. Puis, je veux dire une autre chose. J'ai aucun problème que les partis, quelques partis que ce soit, fassent la promotion de leur idéologie. Mais tu sais, on est dans une démocratie, c'est ça la politique. Le problème avec le PQ, selon moi, c'est que la première chose dans ce parti-là, c'est de faire l'indépendance du Québec. Et c'est un thème qui est tellement... polarisant. C'est un thème qui divise tellement que ça affecte pas seulement les partisans du PQ ou des autres partis, ça affecte l'économie globale de la province et de sa position dans le monde. Quand on parle de souveraineté, tu vois tous les indices économiques chuter. On l'a vu aussi dans la campagne de 2014 avec Pauline Marois, où on l'avait, tu sais, c'était pas très clair, hein, on sait pas. Puis là, M. Pellado, tu sais, qui est tout à coup, tu sais, avec le poing dans l'air, vive le Québec libre, etc. On a vu tout de suite ce qui s'est passé. Mais même durant le gouvernement de Mme Marois, l'économie était vraiment pas stable. On avait perdu des investisseurs. Tu sais, il y a la création d'un climat très, très, très instable que l'on veut ou non, ça affecte la politique, puis toutes les démarches de l'État. C'est ça le problème. Ben, moi, je veux juste te dire, je sais que beaucoup de fédéralistes comme toi et moi, comment je vais dire ça, mettent beaucoup de l'avant la question économique. Parce qu'effectivement, ben, quand tu fais partie de cette fédération, de cette alliance politique et économique qu'est le Canada, ben c'est sûr que tu es plus fort. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais moi, comme fédéraliste, j'ai pas envie de parler juste d'économie. Alors, c'est extrêmement important. Hein. À la limite, j'ai presque envie de te dire, j'aimerais davantage en parler. J'en parle pas assez parce que je pars toujours du principe que les politiques économiques
tu sais, je veux dire, ça va être selon les partis politiques. Parfois, tu es un peu plus à droite, parfois, tu es un peu plus à gauche, parfois, tu es un peu plus au centre. Tu sais, puis ça, ensuite, c'est le choix du peuple, c'est la démocratie, etc. Mais le fondement même, tu sais, je veux dire, moi, j'ai envie aussi de parler d'émotion. C'est pas vrai que l'émotion, elle est juste dans le camp souverainiste de je veux un pays parce que une nation devrait avoir son propre pays, etc. Alors oui, bien sûr, c'est beau, hein, je te dis pas, moi j'ai envie de te dire la manière dont c'est romancé, comment dire, la cause souverainiste, la manière dont elle est romancée. Il faut pas penser que parce que je suis fédéraliste que j'y suis insensible. Je trouve ça beau. C'est pas que je trouve pas ça beau. Mais il y en a une autre d'histoire. Il y a une autre histoire où tous les symboles, ou presque, peut-être pas tous les symboles, mais une grande majorité des symboles canadiens sont des symboles québécois. L'hymne national, là, Calix-à-la-Vallée, tu sais, c'est canadien-français, c'est les francophones du Canada. La feuille d'érable sur le drapeau canadien, sais-tu que 97% des érablières au Canada se trouvent au Québec? Fait que si c'est le symbole du Canada, la feuille d'érable, là, c'est parce qu'elle vient du Québec. C'est pas parce qu'elle vient de je ne sais où, là, des prairies ou je ne sais où, non? Tu sais, c'est même la révolte des patriotes qui voulaient un bon gouvernement, ça vient de là. Le mot Canada, en fait, évidemment c'est Premières Nations, je pense qu'ils disaient Kanata pour village en remontant le fleuve, je crois, sur le bateau de Samuel de Champlain, qui disait Kanata. À moins que je me trompe là, mais en tout cas, regarde, ça remonte à un certain temps quand même. Et puis ça a été francisé pour Canada, ça a donné Canada. Puis j'en passe, là, tu sais, des symboles canadiens qui sont à la base des symboles québécois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser au Canada anglais et nous, on va essayer d'avoir autre chose. Puis là, on veut pas des symboles royaux britanniques. Puis je peux comprendre parce que, bon, il y a un décalage, là, puis on peut faire le débat. On l'a d'ailleurs déjà fait sur ce podcast, sur la question du serment au roi, etc. Mais en même temps, tu sais, la fleur de lys, c'est le symbole de la royauté française, hein, soit dit en passant. Non, mais c'est Louis XIV, etc. Mais je veux dire, la fleur de lys, c'est ça. D'ailleurs, je veux juste te dire, tu sais qu'officiellement, la fleur officielle du Québec, c'est l'iris versicolore. C'est depuis 1999 seulement. Ça fait pas longtemps, hein, on va s'entendre, ça fait pas longtemps. Probablement choisi parce que c'est la fleur qui visuellement ressemble le plus à la fleur de lys, et c'est pas une fleur de lys, ok? Donc c'est juste pour te dire, soyons fiers. On a une histoire. On est fiers d'être francophone. On est fiers de la culture francophone. On est fiers des valeurs québécoises. On est fiers de notre propre histoire, qui, oui, est distincte du reste du Canada, puis c'est bien correct, mais qu'elle soit distincte du reste du Canada, elle n'est pas nécessairement complètement différente. Elle est complètement liée, j'ai envie de te dire. Puis moi, quand je pense à toutes ces générations de francophones, bien avant notre naissance, dans toute l'histoire de ce pays, qui se sont battus pour les droits des francophones. Ils se sont battus pour les droits des francophones. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, ben non, là, c'est nos droits, c'est notre terre aussi, c'est notre pays aussi, ce sont nos institutions, à une époque où il y avait, oui, il y avait de la discrimination à l'égard des francophones. Puis tous ces francophones-là qui se sont battus pour ça, hey, là, on va trahir leur mémoire. Là. Hey, vous avez fait des combats pour rien, parce que nous, de toute façon, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a juste décidé de faire notre propre pays, puis tant pis pour tout le reste, puis etc. Non, on est plus fort que ça, tu sais. Enfin bref, on ne refera pas tout le débat. J'ai pas dit tout ce que j'avais à dire sur la question. Tant mieux, parce qu'on resterait là pendant des heures et on en finirait toujours pas. Mais de toute façon, je pense, Salim, que ça va être une discussion qui va continuer et qu'on risque d'en avoir encore... On réglera pas ça, toi et moi, ce matin, là, ça, c'est sûr. Moi, je veux dire une chose, parce que, tu sais, en 1995, moi, j'avais 14 ans. Okay? Moi, j'ai pas voté pour le référendum, mais moi, ce qui m'a frappé, c'était
la peur qui était ressentie dans ces communautés-là. Puis je me rappelle, on avait Paul Saint-Pierre Plamondon sur le balado, puis il a mentionné, il a dit, on a essayé de faire peur aux gens, puis le camp du non, ils sont allés dans tous les groupes ethniques et communautaires, puis on leur a dit que on les voudrait pas au Québec, que les entreprises allaient quitter, etc., etc. Les gens peuvent aller revoir l'épisode s'ils veulent, là, mais... Puis moi, ça m'a rappelé des mémoires quand il dit ça, parce que effectivement, il y avait ce sentiment-là de peur. Puis moi, je suis pas ici pour blâmer qui que ce soit. La seule chose que je dis, c'est que pour ces groupes communautaires-là, il y a toujours eu ce sentiment-là d'appartenance qui était comme un point d'interrogation. On est où, là? Bon, on est Canadiens, mais là, est-ce que les Québécois nous veulent pas? Il y a toujours eu ce sentiment-là. Et je me rappellerai toujours du discours de M. Parizeau, à la fin, qui a dit c'est grâce à l'argent puis au vote ethnique. Puis, il y a des affaires qui ont été faites qui, pour moi, a toujours eu un feeling de distance entre le PQ et ces groupes-là. Et je sais pas, je sais qu'il y a toujours eu des approches. On connaît pas mal de députés du Parti québécois. Je sais qu'ils pensent pas que les communautés ethniques sont des ennemis ou quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'il y a du travail encore à faire pour aller convaincre ces gens-là que, hey, on n'est pas les mauvaises personnes que vous pensez qu'on est et qu'on haït les groupes ethniques ou whatever, là, tu comprends? Puis je pense que c'est quelque chose qui est toujours là. Écoute, d'abord, d'une manière générale, moi, je pense, avant de parler du Parti québécois ou quoi que ce soit, moi, je pense qu'au Québec, qu'on soit souverainiste ou qu'on soit fédéraliste, on est extrêmement ouvert d'esprit. Je le pense. Ouais, je pense aussi. Donc je pense que dans le moi, je dirais pas le mouvement souverainiste a des... allez, on va dire des... à des réticences à l'égard des communautés, pour pas dire le mot en R. Là, ouais. Donc je ne le pense pas. Maintenant, il y a juste un truc. Puis, à un moment donné, il faut aussi appeler un chat un chat puis dire les choses telles quelles. T'as des gens qui sont des figures souverainistes, bien connues, implantées, etc., qui te disent « Ouais, mais 95, là, ça a quand même été volé parce que 61% des francophones ont voté pour le oui. Et leur destinée, c'était d'avoir leur propre pays. Mais là, tu as des communautés culturelles qui sont venues puis qui ont décidé que non, les francophones n'auront pas leur pays. Donc, en partant du principe que ces communautés culturelles-là, en les séparant des francophones, c'est comme s'ils n'étaient pas assez québécois. Parce que si tu es québécois, tu es un vrai francophone et que tu votes pour la souveraineté à 61%. Et ça, c'est un peu dommage. D'autant plus que moi, je les ai entendus, plusieurs souverainistes, Jean-François Lisée et qui d'autre que j'ai entendu dire ça, là, Gilles Duceppe, il te disait quoi? Il te disait, Parizeau, il parlait des congrès juifs, italiens et grecs qui ont appelé leur communauté à voter massivement pour... Il y avait une grande mobilisation, moi je me rappelle de ça. Mais c'est leur droit, c'est une élection. Tu peux faire... Tu me diras pas que dans une élection normale, là, oublions le référendum. Dans une élection normale, les gens se campent, soit d'un côté ou de l'autre, puis il y a une organisation politique qui se fait. Oui, mais ça, ce que tu dis, c'est ce que ces identitaires-là, ces nationalistes identitaires-là, et je parle pas spécifiquement de M. Duceppe, qui je pense n'est pas un nationaliste identitaire, mais plutôt un nationaliste civique. Mais je parle d'autres personnes qui parlent. Eux autres, ce que tu viens de dire, ils peuvent l'accorder. Si tu veux, à une majorité francophone, en se disant, c'est parce que c'est la destinée. Puis là, tu as des groupes de communautés qui viennent diluer ce vote à 61% pour qu'il tombe à 49% et là qu'on n'ait pas notre pays. Ouais. C'est ça que j'entends. Et honnêtement, regarde, c'est pas moi qui l'entends. Allez sur Internet, tapez faites vos recherches, vous allez le voir. C'est pas moi. Je l'ai lu encore ce matin. Fait que c'est pour te dire que c'est partout ce genre d'argument-là. Et donc, c'est plate. Mais moi, ce que je reproche
quand quelqu'un dit ça, là, concernant les communautés juives, italiennes, grecques, probablement d'autres, c'est deux choses. Ben, la première, c'est qu'on ne leur accorde pas le bénéfice du doute. La deuxième, c'est que la vérité, c'est que ces communautés-là, elles étaient fédéralistes de toutes les manières. Tu n'avais pas besoin nécessairement de les mobiliser. À la limite, tu pouvais peut-être avoir peur de l'abstention, qu'il y ait des gens qui prennent peut-être pas ça trop au sérieux, etc. Pour lui dire, non mais t'es-tu fédéraliste? Oui, je suis fédéraliste. Ben là, va voter. Comment ça que tu vas pas voter si t'es pas fédéraliste? Ouais. Parce que, tu sais quoi, ça se peut que la mobilisation soit plus forte pour le oui, pardon. Fait que tu vois, donc, écoute, mobiliser du monde pour aller voter parce qu'ils savent qu'ils sont fédéralistes. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute que ces trois communautés-là sont extrêmement fédéralistes? Et regarde, non. Mais ce qui est plate, c'est qu'il y a environ 5 à 10% dans ces communautés-là qui ont voté pour le oui. Parce qu'il y a dans ces communautés-là des personnes qui étaient souverainistes. C'est intéressant ce que tu dis, puis ça m'amène à un instant. Quand on travaillait en politique, j'ai rencontré justement une personne d'origine grecque dans Parc Extension à l'époque qui m'a dit, moi, j'étais souverainiste. Et puis il m'a dit, j'aimais beaucoup René Lévesque, c'est une personne d'un charisme exceptionnel, un fier Québécois qui a voté, qui a gagné mon vote puis mon appui, puis j'ai voté oui aux 2 référendums. Puis il m'a dit que le soir même, quand il a entendu le premier ministre du Québec dire ces choses-là contre sa communauté, il a dit, mais voyons donc, c'est quoi le problème? Puis ça a changé. Ça a changé. Et puis c'est pas juste le seul. Ouais. Il y a d'autres aussi qui m'ont dit exactement la même chose. Honnêtement, j'en connais plusieurs. Évidemment, on fera pas de la... comment dire, je perds mes mots ce vendredi d'Halloween, là, mais on n'essaiera pas non plus d'embellir la chose de manière fausse. La grande majorité des communautés culturelles, quelles que soient les communautés, là on a parlé de 3 en particulier. Pourquoi je parle de ces 3 en particulier? Parce que à la télévision, Gilles Duceppe, Jean-François Lisée, puis d'autres ont spécifiquement parlé de ça pour essayer d'expliquer la fameuse phrase de Jacques Parizeau. Mais la réalité, c'est que l'écrasante majorité des communautés culturelles étaient favorables à demeurer à l'intérieur du Canada. Mais je veux juste te rappeler que pour les communautés, les 3 dont on a parlé, c'est aussi des communautés qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient là avant même la création du Parti québécois, avant même que le mouvement souverainiste ne s'organise. Et donc, leur appartenance, au Canada, ou l'appartenance de leur province au Canada était quelque chose aussi de très naturel. Et donc, ne voyez pas spécifiquement le besoin. Puis je te rappelle aussi que c'était un contexte qui était très différent. Un Québec, c'était une immigration qui est arrivée dans un Québec avant même la Révolution tranquille, ou pendant la Révolution tranquille, ou pendant les années où le mouvement souverainiste n'était pas encore assez fort. Mais enfin bref, on ne fera pas toute l'histoire, d'autant plus qu'on n'a pas nécessairement toutes les nuances et qu'on peut pas faire toutes les nuances en parlant comme ça sur un podcast, même si on a un peu plus de temps que sur d'autres plateformes, mais quand même. Un dernier truc peut-être, parce que moi ça me fait beaucoup de mal lorsque les gens parlent mal de M. Parizeau, qui était donc premier ministre péquiste, indépendantiste, qui a lancé le référendum de 95. Parce que j'ai écouté à peu près, peut-être pas toutes, là, mais un bon 3/4 des émissions sur le 30e anniversaire. Et je trouvais que monsieur, on l'appelait monsieur Parizeau, est maltraité. Ça, je vais te dire, parce qu'on parle de toute sa carrière politique, on parle de cette phrase en disant phrase malheureuse. Puis, sais-tu quoi, d'une certaine manière, elle est malheureuse. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dise l'inverse, mais ce qui me dérange, c'est que les mêmes personnes qui disent c'était une phrase malheureuse, honnêtement, c'était pas la plus malheureuse que j'ai entendue parce qu'il y en avait des pires dites par les personnes qui étaient... On dirait que ils ont
ils ont fait le narratif de cette période-là, puis ils ont décidé que M. Parizeau, c'était pas la personne qui était assez bonne pour mener la campagne jusqu'au bout. Puis là, c'est pour ça que Lucien Bouchard est rentré là-dedans. Puis là, grâce à Lucien Bouchard, ça a monté. Puis finalement, quand ça a été perdu, on va retenir cette phrase-là. Mais tu sais, c'est lui, c'est pas... honnêtement, je trouve ça pas mal cheap, de la part du camp du oui, c'est-à-dire des gens qui étaient de l'époque. Là. Honnêtement, moi, je pense que c'est bien peut-être d'essayer de remettre en contexte cette phrase-là, mais je trouve qu'elle ne rend pas justice à la personne de M. Parizeau qui a fait une carrière politique exceptionnelle, un économiste d'exception. Tu sais qu'il avait étudié à la London School of Economics, en anglais, hein, donc c'est pas, tu sais, puis c'était quelqu'un qui avait déjà dit, moi là, quelqu'un qui me dit qu'il veut pas apprendre l'anglais, je vais lui botter le derrière, là, tu sais, donc je pense qu'il y a des choses bien plus positives à dire sur M. Parizeau que ce que j'ai entendu, non pas de la part des fédéralistes qui étaient contre lui, mais de la part de son propre camp, qui l'ont honnêtement mal dépeint. Et je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que j'aime pas ça, refaire l'histoire. Est-ce que c'était malheureux? Oui. Est-ce que ça décrivait un peu un état d'esprit chez certains cerveaux souverainistes de l'époque qui le conseillaient puis qui lui parlaient à l'oreille? J'en suis convaincu que ça faisait écho à ça. Mais de lui faire porter le fardeau tout seul de ça, je te rappelle, et je m'arrête là-dessus, que M. Parizeau, lui, même la charte des valeurs du Parti québécois en 2014, il trouvait que ça n'avait pas d'allure. Donc, alors pour quelqu'un à qui on a envie de faire porter quelque chose, il était plus ouvert d'esprit que bien d'autres qui sont venus après lui. Oui, non, c'est très bien dit. En tout cas, comme on a dit, le référendum, je pense que ça va demeurer un sujet quand même vif dans les prochains épisodes parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, mais il est toujours convaincu. Et c'est quelque chose que j'admire de PSPP parce que c'est un politicien de conviction. Puis il dit, regarde, moi là, je m'en fous des sondages. Moi, j'ai un projet, puis on va le faire. And that's it, that's all. Puis je vais assumer le résultat. Il est convaincu que c'est trop tôt pour parler de sondage. Puis il est convaincu qu'une fois qu'on arrivera là, mais vous allez voir, l'enthousiasme va rentrer. Puis, regarde. C'est sa position. Je suis pas d'accord, évidemment. J'espère que ça n'arrivera pas comme fédéraliste, mais je regarde juste le politicien et j'admire un peu sa conviction parce que de nos jours, avec toutes les informations, tout l'accès qu'on a, toutes les influences qu'on peut avoir, c'est tellement facile de pivoter d'une position à l'autre, puis on l'a déjà vu tellement de fois. He sticks to his guns, comme on dit, puis bravo pour lui. Ben, je suis d'accord avec toi, mais attention, ça fait 3 ans que M. Paul Saint-Pierre Plamondon a ce que j'appelle en bon latin une free ride. On lui reconnaît tous ses bons coups, et je trouve qu'on parle pas assez de ses mauvais coups. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Si on parle juste des bons coups puis moins des mauvais, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui se passe en termes de leur communication. Oui, mais ça peut aussi... Non, c'est pas juste leur communication, là, tu sais, c'est pas juste ça. C'est aussi parce que on est en train de fantasmer quelque chose, puis tu sais, les gens sont tannés de la CAQ, puis ils n'arrivent pas encore à cerner le Parti libéral 2.0, 3.0, 4.0, je sais pas quelle version qui est rendue, mais tu sais, ils n'arrivent pas à cerner. Et puis bon, t'as à côté de ça un jeune homme photogénique qui s'accroche à ses convictions, qui a ouais, mais en même temps, je veux juste te dire, c'est quand même des... Je m'excuse, là, tu sais, il y a des gens qui te disent, ouais, mais tu sais, la campagne de peur et tout. Non, c'est pas juste une question de campagne de peur. Puis, et puis oui, en passant, quand il y a une élection ou un référendum, bien sûr que tu as peur de quelque chose que tu voudrais pas qu'il arrive. Admettons même qu'il n'y ait pas de référendum dans le truc. Il suffit juste que la plateforme de l'autre te plaise pas puis qu'elle te fasse peur parce qu'elle va avoir un impact sur toi. Mais je m'excuse, mais c'est pas parce qu'il est jeune, éloquent, photogénique
que je trouve que ces idées ne sont pas radicales. Elles sont radicales. Je m'excuse, elles sont radicales. Puis là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, puis on a plein d'autres choses à discuter, donc on va peut-être passer à un autre sujet, mais je trouve que à force de dire depuis 3 ans, puis on a été parmi les premiers, je le dis avec je sais, ça sonne pas très humble, mais avec comment dire, justesse, aller voir les premiers épisodes, là, toi surtout, avant moi encore. Tu sais, tu parlais de Paul Saint-Pierre Plamondon, comment il est extraordinaire, et le PQ, etc. Mais à un moment donné, ben oui, mais c'est parce qu'à force de juste dire extraordinaire, ben oui, mais ensuite, il y a la tête des sondages, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui creusent, puis qui ont puis voilà, qui en creusant, ils se rendent compte que c'est it's not all that, comme ils disent. Non, je sais. On va passer à autre chose, juste pour vraiment terminer cette fois-ci. Je pense que dans l'année qui va arriver, où ça va être une année électorale, évidemment, c'est le politicien qui risque d'avoir le plus de pression parmi tous les autres. Puis, on va voir à ce point-là comment il va gérer tout ça. On va passer à un autre sujet, évidemment, qui fait beaucoup les nouvelles, évidemment. C'est une grande réforme en santé, la loi 2 du ministre Dubé sur la santé. Moi, je l'ai pas lu. C'est pas un domaine que je comprends. T'avais 113 pages, je peux pas lire. Je vais pas m'asseoir à lire 113 pages dans un domaine qui est complètement... Ouais, mais t'as lu les articles autour de ça. Oui, évidemment. Écoutez, évidemment, il y a le côté de l'efficacité gouvernementale et de l'accès aux médecins. Et il faut le dire, là, Salim, il y a un problème avec l'accès aux médecins. Il y a un gouvernement qui veut corriger cette situation-là. Ça ne semble pas aller en bonne direction. Puis en plus, puis on va revenir, je ne sais pas s'il y a plus de médecins dans son caucus, monsieur Legault, mais sinon, un de ses médecins qui était ministre a dit, garde, je peux pas l'appuyer. Lui, sa femme, sa fille sont des médecins. On parle de Lionel Carman. C'était le seul médecin. Voilà. Donc, le seul médecin que tu as dans ton caucus qui ne peut pas t'appuyer, écoute, on ne sait pas s'il appuie ou non, parce qu'il a dit clairement qu'il fait le choix de sa famille, puis honnêtement, je trouve ça très honorable. La politique, c'est pas facile. C'est pas facile, la politique, puis dans des situations comme ça, le premier choix que tu dois faire, c'est toujours ta famille. Puis moi, je respecte beaucoup le choix qu'il a fait, mais c'est un choix qui est relié à cette situation politique-là qui semble... ça va déranger. Ça va déranger ton seul médecin qui dit « Je peux pas continuer avec toi, monsieur le premier ministre. Désolé. » Ça va avoir un impact. Alors, commençons peut-être par faire un petit récapitulatif très rapide de la situation avec la loi 2. Je dis très rapide parce que, d'abord, ça prendrait beaucoup de temps de l'expliquer en long, en large, en travers. Mais surtout parce que, comme on le dit souvent aux gens qui nous écoutent, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas un média au sens traditionnel du terme, et que quand quelqu'un veut se renseigner sur des choses qu'on dit, ben, ils peuvent aller directement à la source. Il y a des articles sur Radio-Canada, dans la presse, dans Le Devoir, évidemment sur toutes les plateformes québécoises, là, Journal de Montréal, Journal de Québec et autres, etc. Il y a des journalistes qui traitent de la question très bien sur le fond. Donc, allez vous renseigner. Mais grosso modo, il y avait une négociation, une discussion entre le gouvernement et les deux grandes fédérations de médecins, la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Donc, les médecins de famille, c'est les omnipraticiens. Les spécialistes, ils portent bien leur nom. Sur le mode de rémunération. Parce que on essaye, ça a toujours été un enjeu, hein, l'accès au système de santé. On dit toujours que le système de santé au Québec est extraordinaire une fois que tu rentres dedans.
Mais l'accès, rentrer dans le système est extrêmement difficile. Donc, il y a des gens qui ont des médecins de famille, c'est plus facile, mais tout le monde n'a pas de médecin de famille. Puis parfois, quand t'en as, comme moi, par exemple, je suis parmi les très chanceux d'en avoir un ou une. Même quand t'en as un, parfois, il n'est pas disponible. Ouais. Fait que, si ton propre médecin de famille n'est pas disponible pendant 2-3 semaines avant que tu puisses le rencontrer, ben, c'est la même chose que de ne pas en avoir. Parce que parfois, ben, tu as besoin de rentrer assez rapidement. Là, mais bon, bref. Donc, le gouvernement, M. Dubé, le ministre de la Santé, et là, encore une fois, je fais des raccourcis, mais c'est juste pour dresser le portrait rapidement, cherche à améliorer la prise en charge des Québécois par des médecins, faire en sorte de baisser le temps d'attente des médecins, des patients québécois avant d'obtenir des opérations, des chirurgies, des choses comme ça. C'est pas normal que pour une chirurgie de la hanche, tu dois attendre 3 ans et demi. Là. C'est vraiment pas normal. Moi, j'ai un ami qui a des problèmes de dos. On lui a dit que l'attente était de près de 3 ans et il peut pas travailler. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là, pendant 3 ans? Ça n'a pas d'allure. Mais il y a aussi... donc, on essaye de revoir aussi le mode de rémunération. Comment on fait ça? Bon, tout le monde s'accorde à dire au Québec que, les médecins ne sont pas les personnes les plus à plaindre en termes de revenus. Hein. Généralement, ils font de pas mal bons revenus. Peut-être pas tous, mais une très grande majorité d'entre eux font de très, très bons revenus. Certains même d'excellents revenus, on va se le dire, genre clairement. Mais tu sais, c'est comme si on était arrivé au bout d'un cycle où il fallait revoir les modes de rémunération. Puis c'est correct de revoir les modes de rémunération. J'ai même entendu certains médecins dire à la télé et à la radio qu'ils étaient prêts à revoir leur mode de rémunération. Mais là, en l'occurrence, ils se sont retrouvés avec une partie de leurs revenus qui allait être modulé en fonction de la performance. Puis là, tu te dis, écoute, Salim, c'est normal. C'est même quand tu es dans le privé, si t'es bon, t'es bon. Si t'es pas bon, c'est normal que tu sois pas payé ou moins payé ou peu importe quoi, etc. Jusque-là, ça va. Mais le problème qui se pose, c'est que ils se retrouvent à être un petit peu solidaires les uns des autres dans la manière dont ils sont rémunérés. Donc, dans le fond, tu peux être un médecin A1, comme on dit, mais ta rémunération va être quand même plus basse parce qu'il y en a d'autres qui, eux, ont décidé d'en faire moins ou ne sont pas capables d'en faire plus. Ou... Bref, peu importe la circonstance, parce que moi, je pense pas que les médecins soient des gens fainéants qui n'ont pas envie de travailler. Je le pense pas. Ils sont pas... comment dire, tabarouette, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal avec mes mots. Mais donc c'est un peu ça. Là, on est dans une situation où les médecins se sont fait imposer une loi spéciale, qui a d'ailleurs été adoptée en bâillon à l'Assemblée nationale samedi passé. Samedi aux aurores, à 4h du matin, ça a été adopté. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les médecins sont genre hors d'eux. Hors d'eux parce que dans certains cas, il y en a qui perdent 40, 45, 50, 55% de leur rémunération. Certains vont potentiellement devoir même fermer certaines des cliniques qu'ils ont ouvertes parce que avec la baisse de rémunération, dans le fond, leur clinique elle est plus assez rentable ou voire déficitaire et doit fermer. Mais en fermant, ils vont forcément avoir moins de patients. Puis eux autres, ils sont aussi fâchés parce qu'ils te disent on nous impose des objectifs, mais ces objectifs-là, on n'est même pas capable de les remplir, non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que le système de santé ne nous donne même pas accès à suffisamment de salles d'opération, etc. Ils te disent, donc, pour eux, c'est un non-sens. Puis en plus, George, dans cette loi-là, il y a aussi des choses qui sont honnêtement très questionnables sur les questions de liberté d'expression. Ouais. Donc, ils peuvent pas entre eux décider de quitter ensemble le système public pour aller au système privé. Ils peuvent pas faire un appel à aller dans une autre province canadienne.
Puis quand je dis ils, c'est pas destiné juste aux médecins. Même à toi et à moi. On est sur le podcast actuellement. Si toi et moi venions à appeler les médecins à quitter le Québec pour l'Ontario, la Colombie-Britannique ou peu importe, on pourrait se faire poursuivre et avoir une amende de jusqu'à 500 000 $. Donc, s'il vous plaît, moi, je vous ai jamais dit de partir nulle part, là. Fait que, OK? Non, mais ce qui est une aberration, parce que tu imagines que c'est une question de liberté d'expression qui est garantie par la Charte québécoise et canadienne. Mais bon, tu me dirais, c'est pas la première fois que la CAQ va empiéter sur les chartes québécoises et canadiennes. Mais comment qu'ils vont faire, par exemple, s'ils veulent contester ça d'abord devant les tribunaux? C'est ça le problème. Ils peuvent contester, oui, parce qu'il n'y a pas de clause dérogatoire. Ben, tu sais, non, mais tu sais, le monsieur avec un turban, la madame avec un hijab ou le monsieur avec une kippa pourra pas contester parce qu'il y a une clause dérogatoire. Là, il n'y a pas de clause dérogatoire. Ils vont pouvoir la contester. Et ils vont probablement gagner la contestation. Moi, je vois pas comment ça pourrait se faire autrement. Mais c'est ça le problème. Tu sais, est-ce que ça va traîner encore pour longtemps, cette histoire-là? Est-ce qu'on va pouvoir trouver un terrain commun où on va pouvoir mettre fin à cette négociation-là? Et tu sais, ultimement, celui qui paye le prix, ben, c'est le citoyen qui n'a toujours pas de médecin, qui n'a toujours pas de service. Exact. Je comprends un peu les médecins, c'est leur salaire, c'est leur vie, mais en même temps, on va dire, juste en passant, là, pour les gens qui nous écoutent, ces médecins-là, on les considère comme travailleurs autonomes, avec tous les bénéfices que ça... c'est pas on les considère, ils sont. Ça. Et ils ont le plus gros client possible, parce que... Un client, c'est la RAMQ. Un client, et la clientèle qui n'arrête toujours pas de rentrer, tu comprends? Donc, moi, j'ai une entreprise, toi, t'en as une aussi. Ah, bah, ça I wish que j'avais des clients à l'infini, tu comprends? Oui, mais alors... C'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça aussi. Non, je comprends. Dans le sens, non mais ça c'est ce qui explique dans le contexte comment les médecins, d'une manière générale, sont pas à plaindre. Et je dis bien d'une manière générale. Mais il reste aussi, George, à un moment donné, c'est pas aussi évident que ça parce que il y a un équilibre à avoir. Tu as l'équilibre entre bien rémunérer les médecins qui à la fois ont fait des études très importantes pour en arriver là. Il y a aussi un certain nombre de sacrifices qu'ils font, dont on ne parle pas souvent. Et l'équilibre tu ne peux pas non plus tout leur donner. Donc, et ça, c'est très difficile à trouver cet équilibre-là. Parce que le problème, c'est que si tu les mets en furie comme ils sont actuellement, on va en perdre des médecins. Et même les Québécois qui sont contre les médecins en disant, ben là, regarde, qui s'arrange, là, ils gagnent assez bien leur vie, là, tu sais, regarde, moi, je chialerais pas pour quelqu'un qui faisait 450 000 et qui se retrouve à faire 375 000, je chialerais pas beaucoup là-dessus. Ouais, mais c'est pas tous, c'est pas tous leur cas. 2, il y en a certains qui ont aussi pris des risques en ouvrant des cliniques, des choses comme ça, etc. Puis 3, ben oui, mais c'est parce que si à un moment donné, c'est plus facile pour eux d'aller en Ontario ou ailleurs, ça se peut qu'ils veuillent y aller. Et s'ils s'en vont, ben c'est toujours des médecins en moins ici. Et c'est pas comme si on n'en avait pas de besoin. On en a besoin. Mm-hmm. Donc, je te dirais que moi, je crois que c'est politiquement où il y a quelque chose qu'ils ont un peu mal géré. Moi, je crois qu'ils sont... Moi, je crois qu'il y a une espèce d'excès de zèle au niveau du gouvernement. Et autant au tout début, je disais, mais oui, mais tu sais, les médecins, c'est un peu normal qu'il y a un bout de chemin qu'ils vont devoir faire. Et je parle même pas financièrement, mais un bout de chemin dans le nombre de patients à aller chercher. En fait, c'est quoi leur rôle pour permettre un accès au système de santé plus facile aux Québécois et des temps d'attente plus acceptables. Et c'est normal qu'on se le dise comme citoyen, comme contribuable, etc. Puis j'ai pas de problème avec ça. Puis que moi, les médecins aient à faire une partie de chemin, j'ai aucun problème avec ça. Puis que si ça doit les impacter un peu, j'ai aucun problème avec ça. Mais de les mettre dans cet état-là où ils ont un peu le sentiment de se faire avoir sur tous les points de vue, puis qu'il va y avoir une exode potentiellement,
Mais c'est dommage. Puisque tu parles d'exode, on va juste rappeler ici que le premier ministre de l'Ontario a dit, bon, il n'y a pas de problème, si les médecins veulent venir en Ontario, on les recevra à bras ouverts. Puis M. Legault qui se frustre avec les déclarations du premier ministre de l'Ontario. Écoute, c'est pas la faute du premier ministre de l'Ontario que les médecins veulent quitter. Tu comprends? C'est juste spectaculaire qu'un premier ministre d'une autre province dise regardez, si vous n'êtes pas content, venez chez nous. Mais la réalité, c'est que, on va se le dire, on a tous, excuse-moi l'expression, cruisé, c'est-à-dire toutes les provinces au Canada, ont cruisé d'une manière ou d'une autre des professionnels qui sont ici ou là. Il y a des campagnes de recrutement, il y a des trucs, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. C'était juste un peu spectaculaire. Mais sais-tu quoi? Je vais juste te dire un truc. À chaque fois qu'il y a un gouvernement du Québec qui limite les libertés individuelles, c'est une autre province du Canada qui en profite. Ouais. Quand le gouvernement du Québec est arrivé avec la loi 21, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des publicités en Ontario qui disaient, nous, c'est pas important ce que vous portez sur votre tête. Ce qui est important pour nous, c'est ce que vous avez dans la tête. Ouais. Et venez, si vous êtes un enseignant, venez, ou une enseignante, ou peu importe quoi, etc. Venez en Ontario parce que nous, notre laïcité, c'est une laïcité de l'État. C'est pas... on n'essaye pas de faire... Tu sais, c'est eux. Après ça, il y a eu les étudiants internationaux. Les étudiants internationaux, à cause des resserrements du programme de l'expérience québécoise, ont commencé à aller en Ontario plutôt qu'ici au Québec. Évidemment, il y en a, puis il y en aura toujours. Le point n'est pas là. Mais ils sont allés là. Il y a des chercheurs universitaires qui ont quitté le Québec pour aller... à U of T, à Toronto, UBC, à l'Université de Calgary, à Moncton, à Halifax. Il y en a qui ont quitté pour ça. À chaque fois qu'on limite les libertés individuelles, c'est ça qui se passe. Là, on limite encore des libertés individuelles. Guess what? On va perdre des... Écoute, là, c'est... Moi, je veux revenir à Lionel Carman, parce que là, d'après moi, il y a une crise en ce moment. Puis, tu sais, quand tu as des députés qui quittent ton caucus, je comprends, c'est par conviction, évidemment, mais tu sais, l'image politique est affectée. D'après moi, le gouvernement, le cabinet du premier ministre, il est certainement en gestion de crise en ce moment. Je me demande, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Tu sais, ils sont rentrés tellement profond dans cette affaire-là. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que le départ de Lionel Carman... Tu sais, c'est la question qu'on se pose toujours. Hein? Quand il y a un député ou même un ministre, dans ce cas-ci, qui quitte, on se demande, est-ce qu'il va en avoir d'autres? Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Tu sais, on l'a dit avec, je ne me rappelle pas du député là, de l'Abitibi là, qui est allé siéger du Four. On a mentionné aussi avec Bonnardel. Bonnardel est toujours dans le caucus, mais on ne l'a pas vu. Hein, c'est un fantôme, Bonnardel. Est-ce qu'il va finalement décider de revenir indépendant ou non? Tu sais, il y a beaucoup de mouvements là, dans le caucus de M. Legault. Puis là, Lionel Carman qui va siéger comme indépendant. C'est toujours la question qui revient. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Et comment est-ce qu'on est en train de gérer cette gestion-là au bureau du premier ministre pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres qui quittent? Écoute, c'est intéressant. Ta question est intéressante, puis il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Bon, d'abord, M. Carman a décidé de quitter parce qu'il n'est pas à l'aise avec ce projet de loi. Évidemment, sa femme est médecin, sa fille est médecin, sa fille Elle a publié une lettre ouverte. Dans Le Devoir, qui était assez coup de poing. Mais alors... Dans les médias, pour une raison que j'ignore, ils disent il a choisi sa famille plutôt que sa job ou un truc comme ça. Non, la réalité, c'est qu'il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Puis d'ailleurs, c'est très digne de M. Carman. Quand tu n'es pas à l'aise ou que tu n'es pas d'accord avec quelque chose fondamentalement, il faut avoir le courage de démissionner. Exactly. Puis M. Carman, je lui tire mon chapeau parce que c'est ça qu'il a fait. Puis sais-tu quoi? Il l'a même pas fait avec fracas, il l'a fait avec classe. Et ça, moi je trouve ça génial. Regardez, je suis pas fâché contre vous, c'est pas personnel, mais il se trouve que je suis pas d'accord avec ça. En fait, que sa femme et sa fille soient
pas d'accord, c'est le reflet du fait que lui-même soit pas d'accord. Et non pas, hey, sa femme et sa fille lui ont mis un gun sur la tempe puis lui ont dit, tu démissionnes ou on n'est plus ta femme et on n'est plus ta fille. Ah, ça n'existe pas, ça. Fait que, faut arrêter. Alors, il a décidé de partir. Bon. Il a quitté le caucus parce que s'il était resté dans le caucus, ça aurait été un gros boulet pour le premier ministre. Et je pense pas que le premier ministre aurait voulu qu'il le garde dans le caucus. Admettons qu'il ait dit à regardez, monsieur Legault, là, je pourrais rester dans votre caucus, mais je peux plus rester à votre conseil des ministres pour telle raison. Probablement que monsieur Legault a dû lui dire, écoute Lionel, on s'aime beaucoup, on est des amis, on se connaît depuis avant la politique. Prends-le pas mal, mais je peux pas te garder dans le caucus parce que si tu quittes puis tu restes dans le caucus, ça va me fragiliser. Donc peut-être qu'ils se sont juste mis d'accord. Là, je fais de la spéculation, je le sais pas. Il y a personne qui m'a dit ça, mais je peux imaginer que c'est le genre de discussion qui pourrait arriver et ce serait très plausible. Bon. Là, concernant d'autres personnes, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient quitter là-dessus spécifiquement? J'ai plus de misère à croire. Parce que la différence, c'est que M. Carman, c'est un médecin lui-même. Son réseau à lui, sa vie à lui, elle tourne autour de ce réseau. Donc, c'est pas facile. Lui, il le comprend. Mais tu sais, quelqu'un, là, je sais pas moi, admettons, qui est agriculteur ou notaire dans son village ou peu importe quoi, puis qui est député à l'Assemblée nationale, il va pas... c'est pas le même ressenti de ça. Est-ce que c'est ça qui va faire que la personne va quitter? Non. Maintenant, ta question qui est fondamentale, c'est comment tu te sors de ça? T'es allé tellement loin, tu l'as dit. Comme gouvernement, t'es allé tellement loin. Je vais te sortir une bombe, là. La seule solution, c'est que si M. Dubé démissionnait. Bouf. Non, je sais. Non, mais c'est la seule... Non, mais parce que écoute... Ça ferait presque aucun sens que le ministre qui dépose cette loi-là, qui le défend bec et ongle, se tourne puis dise... Mais on l'a déjà vu en passant. Hein? Moi, je me rappelle Lynn Beauchamp, à l'époque, avec la crise étudiante, tu te rappelleras, elle était ministre de l'Éducation. C'était elle qui était devant toute cette loi-là du gouvernement Charest. Elle pouvait pas. À la fin, elle a dit, garde, je peux pas. Oui, elle a démissionné. Mais à la différence, enfin, il y a quand même une grosse différence ici, c'est que Dubé, c'est tout son poids politique qu'il a mis là-dedans. Bulldozer, je me représente pas l'an prochain, mais j'ai des choses à faire, je vais les faire. Moi, je pense qu'il est allé plus loin que ce que le premier ministre aurait souhaité. Mais le premier ministre a confiance à lui. Puis en même temps, Dubé, c'est pas un 2 de pique, là, c'est quelqu'un d'assez fort et qui a été un des leaders du gouvernement Legault. Ça, c'est indéniable. Monsieur Dubé est allé assez loin. Ils ont changé de présidente du Conseil du Trésor. Sonia Lebel n'était plus là parce que Sonia Lebel, je pense qu'elle avait plus de misère sur certaines affaires. En tout cas, c'est ce que rapportent certains médias. Monsieur Dubé avait le chemin. Il l'a pris, il l'a emprunté. Il est arrivé avec une loi spéciale matraque. Si ça ne se calme pas avec les médecins, puis que ça ne s'arrange pas, puis que le gouvernement se dise, ben là, il va falloir que je mette de l'eau dans mon vin. Mais justement, M. Dubé est allé tellement loin que la seule manière de mettre de l'eau dans ton vin, c'est pas M. Dubé qui met l'eau, parce que sinon, il perd toute crédibilité, c'est terminé. Ce serait que M. Dubé s'en aille. Et ça serait moche. Ça serait moche pour M. Dubé qui a quand même fait, encore une fois, c'est quelqu'un de fort, qui a fait qui a une belle feuille de route quand même gouvernementale. Mais ça n'aidera pas M. Legault dans sa gestion de crise non plus. Là. Et maintenant, parlant de M. Legault, excuse-moi, je suis un peu long, mais c'est parce que ta question, elle est primordiale. Tu sais, elle va sur d'autres aspects. C'est parce que M. Legault, lorsqu'il a décidé de proroger le Parlement de 2 semaines, d'arriver avec un discours inaugural où il a traité de ses objectifs, lui, il a décidé d'ouvrir des fronts de guerre avec à peu près tout le monde. Bon, il y a les islamistes, parce que c'est toujours très populaire de frapper, parce que, évidemment, les islamistes sont des extrémistes, mais tu comprends qu'il y a une confusion avec les musulmans, etc. Puis donc, c'est toujours très populaire de frapper sur des musulmans. Donc, au nom de la laïcité, même si c'est pas de la laïcité ce qu'ils proposent, that's another story, comme on dit. Donc, il y a ça.
Mais ça, à la limite, en ce moment, c'est pas ce dont on entend le plus parler, mais il y a un projet de loi qui s'en vient, puis il y a la Cour suprême qui va se prononcer quelque part dans la prochaine année, on imagine, sur la question de la loi 21. Ensuite, il a parlé des médecins, la guerre avec les médecins. Là, hier a été déposé le projet de loi de M. Jean Boulet, où c'est une guerre ouverte avec les syndicats. Donc là, regarde, tu ouvres des fronts partout, c'est la guerre partout, ça va être une guerre de tranchées, ça va pas être beau, etc. Puis là, tu te dis, mais comment ça que tu te mets dans ce truc-là? Puis là, attends, il va forcément y avoir une chicane avec le fédéral quelque part, là, attends de voir, là, je sais pas, ça s'en vient quelque part, je sais pas où, là, tu sais. Mais ça s'en vient, Moi, je peux pas croire que c'est comme ça qu'il aborde sa dernière année. Je sais pas quelle est la stratégie derrière, là, mais c'est tous les fronts qui sont ouverts, identitaires, là, on en a parlé, avec les médecins, avec les syndicats. Je sais pas où est-ce qu'il s'en va, mais je te le dis, moi, si à Noël, ça va pas bien pour lui, je vais commencer à croire le scénario qu'en janvier, bye ciao, puis ils vont essayer de le remplacer. Là. Ah, tu penses? Ben, il n'y a personne qui va le pousser dehors. Parce que c'est son parti, il l'a construit, etc. Ouais. Là, c'est un one-man show. Là, c'est pas, même s'il a 80 députés, mais c'est... mais si à Noël, autour de la dinde, là, il est cuit, avec la dinde, à mon avis, ça sera juste pas beau pour lui. Et, ça se peut qu'il se pose des questions. Là, à lui, l'année dernière, il était mort de rire quand il voyait Justin Trudeau en train de cuire. C'est drôle, la similitude des... Mais on est dans quelque chose d'absolument similaire. Ouais, c'est juste que l'année dernière, lui, il se frottait les mains, il regardait Trudeau avec de s'empêtrer là-dedans avec une jouissance incroyable. Ouais. Mais il est en train de vivre quelque chose de très, 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 très similaire. Ça va être très intéressant à voir. On va mettre fin à cet épisode-là, les amis. Merci beaucoup de nous suivre, de nous appuyer. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Aidez-nous à grandir. Commentez, partagez. Donnez-nous des petites étoiles, 5 stars si vous nous écoutez sur Spotify et Apple Podcast. Et on vous verra encore la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde! Ciao, bye!